Indiana Jones avait pour mission de retrouver une statuette en or dans la forêt amazonienne du Pérou. Après plus de 3 jours de recherche dans la jungle, il découvrit l'entrée d'une grotte. Il s'engagea dans de longs couloirs, échappa à plusieurs pièges et parvint enfin à une salle remplie d'or. Apercevant la statue dorée, il s'élança vers elle. Mais attention! Une trappe se déroba sous ses pieds. Il chuta dans un cachot, ne contenant qu'un seau vide et 3 portes. La première menait à une ours affamée et son petit. La deuxième donnait sur un mur de flammes haut de près de 2 mètres. La troisième s'ouvrait sur un lac infesté de crocodiles. Quelle porte Indiana Jones devrait-il choisir pour s'échapper? Voyons cela. Il serait judicieux qu'il opte pour la deuxième porte. S'il choisissait la première, l'ours l'attaquerait sans aucun doute pour protéger son ourson. Quant au lac rempli de crocodiles, tenter de nager dans ces conditions serait pure folie. La meilleure option consisterait à remplir le seau d'eau du lac pour éteindre le mur de flammes. Cela demanderait quelques efforts, mais c'est Indiana Jones. Rien ne semble lui résister. De retour en Angleterre, Indiana Jones se détendait dans son bureau lorsqu'un autre professeur vint à lui, visiblement inquiet. Il lui expliqua qu'il devait quitter les lieux au plus vite car des malfaiteurs le recherchaient. Le professeur lui remit un plan du bâtiment en précisant qu'il devrait traverser chaque pièce sur son chemin vers la sortie, mais sans jamais se montrer 2 fois aux étudiants dans les salles de classe. Examiner le plan remis à Jones. Comment pourrait-il suivre ses instructions à la lettre pour s'enfuir sans encombre? Analysons la situation. 2 éléments sont cruciaux. Tout d'abord, son bureau est considéré comme la salle numéro 1. Nous savons qu'il doit sortir par la salle 16. On pourrait penser qu'il suffit de progresser de manière linéaire, en passant d'une salle à l'autre jusqu'à la 16e. Toutefois, une telle approche l'empêcherait de traverser les salles 13, 14 et 15. Une autre stratégie serait de passer de la salle 1 à la salle 2, puis de revenir à la salle 1. Étant seul dans son bureau, cela ne contrevient à aucune règle. Ensuite, il pourrait descendre aux salles 5, 9 et 13, puis suivre un chemin en zigzag jusqu'à la salle 16. Cette méthode lui permettrait de respecter la consigne en évitant d'être vu plus d'une fois. Bien joué, Indy. Barbara venait d'entrer dans un café, enthousiaste à l'idée de savourer son cappuccino quotidien. Cependant, au moment de régler, elle constata qu'elle avait oublié son portefeuille. Le barista, au lieu de s'énerver, lui proposa une alternative. Si Barbara gagnait à son jeu, il lui offrirait le cappuccino. Elle accepta avec plaisir. « Très bien, je vais vous révéler 3 faits à mon sujet. À vous de deviner lequel est faux, » annonça le barista. « Voici les faits. J'ai 7 frères. Je déteste Nirvana. En réalité, je suis artiste. Pouvez-vous aider Barbara? D'après vous, quelle affirmation est fausse? » C'est la deuxième. Pour commencer, le barista porte un t-shirt à l'effigie de Nirvana et l'écran de verrouillage de son téléphone montre une photo du groupe. Il apprécie clairement Nirvana. Anna a croisé 3 femmes au hasard dans le parking. Elle a tout de suite perçu que quelque chose clochait et a remarqué qu'une des femmes était en fait un vampire. Regardez l'image. Pouvez-vous deviner qui est le vampire? C'est la 3e femme, celle qui est à droite. En observant de plus près, ses dents sont assez pointues. De plus, je suis presque certain que la tache rouge sur son haut n'est pas de la peinture, si vous voyez ce que je veux dire. Suzy était seule dans son laboratoire et travaillait à la création d'une machine à voyager dans le temps. Elle connecta un fil rouge par-ci et un fil bleu par-là, et boum! Un portail temporel s'ouvrit. Elle n'était pas sûre de sa destination, mais elle choisit de le traverser. De l'autre côté, elle se retrouva dans un champ désert où elle rencontra un ours parlant. Elle lui demanda où ils étaient et en quelle année. Mais l'ours précisa qu'il ne répondrait qu'à condition qu'elle déchiffre correctement son énigme. La voici.
Je rends les ours polaires blancs et je vous ferai pleurer. Je fais passer les célébrités pour stupides et les gens ordinaires pour des célébrités. Je fais dorer les crêpes. Si vous me pressez, j'explose. Si vous me regardez, vous éclatez. De quoi s'agit-il? Ce n'était pas une mince affaire, mais Suzy trouva la bonne réponse. Savez-vous ce qu'elle a répondu? Elle a répondu « le temps ». Mia était étudiante à l'Académie des sorcières et se spécialisait dans l'étude des fantômes afin de protéger les humains de ces créatures inquiétantes. Pour l'un de ses examens, elle devait localiser un fantôme dans une grange hantée située juste à côté de l'école. Cette grange contenait une pièce pleine de miroirs, et dès qu'elle entra, son détecteur de fantômes s'agita fortement, indiquant la présence d'un spectre. Observez les miroirs. Ils reflètent tous l'image de Mia, mais le fantôme se cache dans l'un d'eux. Pouvez-vous deviner lequel? Regardez le troisième miroir. Mia porte sa montre connectée, mais son reflet dans ce miroir ne la porte pas. Ce doit être le fantôme se faisant passer pour elle. Bravo à Mia pour avoir attrapé un autre fantôme. Betty, une brillante élève, devait, pour un devoir scolaire, inventer une énigme si complexe que presque personne ne parviendrait à la résoudre. Après une semaine de réflexion, elle la présenta à ses camarades de classe le lundi suivant. Elle réunit une centaine d'étudiants et leur attribua un numéro compris entre 1 et 100. Chaque étudiant devait pénétrer seul dans une salle de classe contenant précisément 100 boîtes, toutes numérotées de manière aléatoire entre 1 et 100. À l'intérieur de chaque boîte se trouvait un morceau de papier portant également un numéro aléatoire compris entre 1 et 100. Leur objectif était de localiser la boîte renfermant le papier correspondant à leur propre numéro. Cependant, ils étaient soumis à une règle stricte. Ils ne pouvaient ouvrir qu'un maximum de 50 boîtes. De plus, il leur était impératif de laisser la salle exactement dans l'état où ils l'avaient retrouvée avant leur départ. Et toute communication avec d'autres élèves après avoir quitté la pièce était interdite. Si tous les étudiants parvenaient à retrouver leur numéro dans les boîtes, ils remporteraient chacun une récompense de 100 €. Mais si l'un d'entre eux échouait à localiser son numéro, aucun d'eux ne toucherait le prix. Pouvez-vous deviner la meilleure stratégie pour que tous les élèves trouvent leur numéro et remportent la récompense? L'énigme de Betty n'est pas des plus évidentes, mais voyons ensemble comment elle pourrait fonctionner. Si chaque étudiant recherchait son numéro au hasard, ils auraient individuellement 50% de chances de trouver la boîte contenant leur numéro. Cela s'explique par le fait qu'il y avait 100 boîtes et qu'ils étaient autorisés à en ouvrir 50. Cependant, la probabilité que tous les étudiants réussissent à trouver leur numéro en suivant cette stratégie aléatoire est extrêmement faible. Pour augmenter leurs chances de succès collectif, ils auraient besoin d'une stratégie plus efficace. Une stratégie possible serait d'utiliser ce que l'on appelle la stratégie de la boucle. Dès leur entrée dans la salle, chaque étudiant devrait se diriger directement vers la boîte portant son numéro. Le numéro à l'intérieur de cette boîte ne serait probablement pas le sien, mais cela n'aurait pas d'importance. Ils devraient alors consulter le numéro trouvé à l'intérieur de la boîte et se rendre à la boîte portant ce même numéro. Ils répéteraient ce processus jusqu'à trouver le billet avec leur propre numéro. Cette méthode permettrait de garantir que, 31 fois sur 100, tous les étudiants réussiraient à retrouver leur numéro et remporteraient le prix. Ce n'est pas une probabilité très élevée, mais après tout, c'est Betty qui a inventé cette énigme.